Quand la beauté nous sauve de Charles Pépin. Lucie conduit sa voiture, sa tête bouillonnante des souvenirs de sa journée, de ses problèmes à venir. Soudain, elle entend Michel Berger à la radio. Le vide se crée, le plaisir l'envahit. Un homme séducteur, obsessionnel, marche sur le trottoir. Il voit passer une femme en tailleur dont la beauté le fait instantanément retourner dans ses instincts amoureux. Quel est le point commun ? La beauté nous arrête dans la frénésie de la vie. Comment, ce n'est pas la question. En revanche, quels effets nous procure-t-elle et à quoi sert-elle ? Est-ce un but dans la vie ? Charles Pépin tentera une réponse à travers les vues de Kant, Hegel et Freud. Pour Kant, trouver quelque chose de beau, c'est mettre de côté les critères. Il n'y a pas de raison logique à ce que ce soit beau, et on ne cherche pas à comprendre pourquoi. Lorsque l'on fait un régime et que le serveur nous propose un tiramisu, notre part raisonnable nous conseille de ne pas le prendre, notre part sensible nous conseille de le prendre, parce que c'est bon. Nous sommes dans ce que Kant appelle le conflit de facultés. Mais dans le plaisir esthétique, il y a un incroyable effacement de ce conflit. Au-delà de résoudre ce conflit des facultés, il va plus loin. C'est en fait un jeu, une harmonie entre nos facultés. C'est comme si notre raison et notre part sensible jouaient au ping-pong, se renvoyant leur accord sur le jugement « c'est beau ». Il n'y a aucune part qui domine dans ce jugement, ni la part sensible, ni une quelconque part morale, ni une part raisonnable. De plus, ce jugement est libre et déterminant. C'est-à-dire que lorsque l'on utilise une faculté pour dire « c'est mal »,« c'est illégal », nous utilisons des valeurs générales pour juger un cas particulier. Dans le cas de l'art, c'est l'inverse. Nous prenons un cas particulier, un tableau, une musique, pour en faire un cas général et dire « c'est beau ». L'esthète fait preuve de jurisprudence. En conclusion, pour Kant, le plaisir esthétique doit être sans concept, sans intérêt, sans finalité. Elle nous fait enfin sortir de notre individualisme, surtout en notre époque. Le choc esthétique nous touche individuellement, mais nous ressentons le besoin de le partager, sans pour autant avoir la nécessité de convaincre l'autre, juste de partager notre expérience esthétique. De plus, elle est universelle car il n'y a pas de bagage culturel nécessaire et elle ne dépend pas de notre condition sociale. On peut tous s'émerveiller devant une œuvre sans avoir besoin de la comprendre, de culture ou d'être riche ou pauvre. Donc en fait, cette beauté, ce plaisir esthétique rassemble. Mais Hegel, lui, voit du sens dans l'œuvre d'art. On vit le plaisir esthétique que lorsqu'on n'y réfléchit pas, certes. Mais dans l'art, on y voit les cultures anciennes, la civilisation passée, s'arracher à la nature. C'est l'héritage et le fardeau que nous laisse la civilisation, mais toujours sans y réfléchir, juste en contemplant. C'est ce qui se passe pour des œuvres antiques, par exemple lorsque nous observons un sphinx dans un musée égyptien. Nous ne rendons pas compte de ce qu'il évoque pour nous, mais c'est en réalité tout un héritage antique. De plus, l'art avance ses valeurs, mais de manière masquée, à travers le matériel. Le matériel qui, lui, est la facette visible de l'art. Les formes sensibles sont un piège par lequel l'artiste attire notre esprit. Cela va parfois jusqu'à le forcer à adhérer. Ce peut être dangereux, par exemple l'utilisation de l'art par les fascistes, pour convaincre les gens de penser comme eux, mais la plupart des temps, c'est simplement désorientant. Par exemple, Charles Pépin fait part de son expérience en écoutant des artistes tels que Eminem, dont les valeurs sont à son opposé. En effet, Eminem a certains propos homophobes ou antisémites, par exemple, mais l'écouter, trouver du plaisir dans l'écoute de ce chanteur ne veut pas dire que l'on adhère à ses valeurs. Cela veut simplement dire que sans modifier nos propres valeurs, on s'ouvre un temps éphémère aux valeurs de l'autre. Il nous montre qu'il n'est pas si loin, mais qu'on n'adhère pas à ses valeurs. On s'écarte alors de l'hypothèse d'harmonie interne de Kant.
Notre part sensible force notre part raisonnable à adhérer à un sens. Hegel réhabilite ainsi la beauté artistique par rapport à d'autres philosophes comme Platon qui était vraiment contre l'artiste, ou bien dans une moindre mesure Kant qui ne voyait en fait qu'il ne fallait aucun sens et que la beauté naturelle était bien meilleure que la beauté artistique. Or pour Hegel, le plaisir esthétique c'est penser, mais avec notre vue, notre toucher, nos oreilles. C'est s'ouvrir à l'autre mais également à un autre moi. Ainsi, la beauté naturelle l'est tout autant, car c'est voir en la nature un sens, c'est une ouverture au mystique, au religieux. L'espace d'un instant, observer un énorme paysage nous fait ressentir une certaine présence de Dieu, même si nous sommes complètement athées. En conclusion, la beauté nous fait penser autrement, par notre corps, en touchant à des valeurs qui ne sont pas les nôtres, en sensibilisant des idées abstraites. Finalement, certaines beautés ne sont considérées comme belles. Par exemple, un pont est considéré comme utilitariste, ou bien des tableaux dans la peinture flamande représentent des fêtes villageoises. Mais c'est en leur donnant du sens que l'auteur y trouve de la beauté qui fut oubliée. Par exemple, sur des ponts parisiens, l'artiste Christo à la fin des années 90 les avait emballés. Cela avait suscité une idée de souvenir de statuaires grecques emballées dans du linge. À l'époque, c'est comme ça qu'étaient présentées certaines statues dans l'Antiquité. Ou bien cela avait éveillé en d'autres personnes la dénonciation d'une société de consommation. Ils y ont vu du sens, qui ont réhabilité l'œuvre d'art qui était au final le pont sur lequel ils passaient et dont ils n'y voyaient plus rien. Deuxièmement, la peinture flamande rappelle la liesse des fêtes du dimanche traditionnelles. Il nous renvoie à notre propre héritage civilisationnel. C'est en y voyant du sens que Charles Pépin y a personnellement vu de la beauté, à laquelle auparavant il n'y trouvait pas vraiment grand intérêt à ces tableaux. Cependant, le beau n'est pas la réconciliation, mais simplement un espoir sans l'éprouver véritablement. De même, le sens du beau n'est jamais acquis. Les deux auteurs ont entrevu une dimension supplémentaire de l'âme, une chose profonde, intouchable, qui s'expliquera par Freud et le subconscient, au début du XXe siècle. Dans l'exemple de Guernica, de Picasso, comme Hegel et de nombreux touristes y verraient un sens, un message pacifiste, alors que l'auteur, lors de son expérience, y a vu une violence extrême du peintre, qui lui-même était un sauvage avec les femmes. Freud explique, dans Le malaise dans la civilisation, c'est d'avoir refoulé nos pulsions agressives, sexuelles. Dans l'art, ces pulsions sont réinvesties dans ce qu'il appelle une sublimation du réel. Les pulsions sont détournées et s'assoupissent sur un objet autre que celui prévu par la nature. On peut avoir par moments une intention de haine envers son conjoint lors d'une dispute, et au lieu de violenter verbalement, voire dans le pire des cas, avoir des envies de violence physique envers un conjoint ou une conjointe, on va détourner notre agressivité vers la beauté, vers une chanson par exemple. Ces instincts ne peuvent s'exprimer que dans des cadres sociétaux habituels, inhabituels. Donc par exemple, dans les cadres sociétaux normaux et habituels, on ne peut pas exprimer cette violence. Cette violence doit être refoulée. En revanche, la société nous offre certains cadres légaux pour exprimer cette violence refoulée. Et c'est ici, ces cadres légaux sont l'expérience artistique. Et dans cette expérience artistique, cette violence a même pour caractéristique d'être valorisée. Contrairement à Hegel, on ne s'arrache pas à la nature, mais on la sublime. L'artiste ne cache pas un sens ou des symboles dans l'art, mais il y met ses pulsions. Alors c'est à ne pas confondre avec par exemple un footing, qui aurait également pour but de nous vider la tête.
Aristote voyait une purgation dans la catharsis, c'est-à-dire seulement expier notre agressivité en la ressentant, en la voyant mise en scène. Pour Freud, ce n'est pas cela. C'est une purification. Ce n'est pas ressentir l'agressivité pour l'évacuer, c'est la sublimer vers la beauté. Mais la beauté ne résout rien, dans le sens où elle n'est pas immortelle, mais éternelle. Explication. Le séducteur pulsionnel trouve son salut dans un concert de musique, puis reprend sa drague folle le lendemain. Mais elle est éternelle dans le sens où c'est une sortie du temps. On sublime de manière éphémère mais très intense. Et finalement, cette sublimation n'est pas une réconciliation, mais l'expression en même temps de toutes nos pulsions. On ne les remplace pas par l'esthétique, on les fait cohabiter en même temps. Ça remet légèrement en cause Kant et également Freud, à travers la musique principalement, via la polyphonie, les différents instruments éveillent en nous, lorsqu'on écoute un morceau de musique, la rage par la batterie, l'ordre et la prise de hauteur par la basse, le provocateur joueur par la guitare ou l'homme écorché émotif par le chant. Charles Pépin met ici légèrement en cause toutes les trois théories développées précédemment. Dans Guernica, nous serions à la fois agressifs et pacifistes. La beauté est un mystère, celui de nous faire aimer nos conflits internes, qui ne peuvent pas être résolus. Dans ces temps où chacun cherche à se définir, la beauté nous rappelle que nous sommes nous-mêmes divisés, nous sommes plusieurs moi, à la fois au-dedans, mais aussi dans une optique de s'ouvrir à l'extérieur. En conclusion, la beauté, c'est le mystère, c'est nous apprendre à aimer l'inexplicable, dans une société de progrès et de volonté de maîtrise absolue. Hegel y voit du sens, mais le mystère, c'est le comment. Fait l'œuvre pour nous susciter un sens, un plaisir esthétique. On peut concilier les trois raisonnements en invoquant le mystère. Pour Hegel, nous ne comprenons pas la beauté, mais nous sentons ce qu'elle dit, que ce qu'elle dit est vrai. Pour Kant, il comprend ce que la beauté nous fait, cette harmonie, mais on ne comprend pas ce qu'elle est. Quant à Freud, le mystère est dans ce que nous montre et ce que nous cache la beauté. Il conclut par une scène imagée, une audition de piano. L'élève joue devant les parents. La beauté de la musique, son rythme envahit son corps tout entier. Les spectateurs sont fascinés, tout devient possible. Accueillir la beauté, c'est en fait ne pas chercher à la comprendre.